corps humain est environné par un champ d'énergie, aura, à travers lequel nous faisons l'expérience de la réalité, de la santé et de la maladie. C'est en contrôlant ce champ d'énergie que nous avons la possibilité d'agir sur nous-mêmes et de nous guérir. Il ne s'agit pas simplement ici d'un guide concernant les techniques du magnétisme. L'auteur est en effet soucieuse de relier sa méthode au contexte scientifique. Elle a une formation de physicienne, de la culture occidentale. Elle situe sa pratique dans le cadre plus large d'une recherche spirituelle, d'une quête au-delà de la santé, de l'harmonie et du bonheur. C'est aussi le témoignage d'une praticienne qui a plus de 15 ans d'expérience professionnelle, l'auteur. Barbara Ann Brennan est guérisseur et psychothérapeute. Elle a travaillé à la NASA, au Goddard Space Flight Center, où elle a achevé sa thèse de physique atmosphérique. Elle a étudié les champs d'énergie humaine et a collaboré à divers programmes de recherche avec l'université Drexel et l'Institute for the New Age. La bibliographie en langue anglaise, page 467. Bibliographie en langue française, page 471. Entre autres, Viktor Frankl, Le Dieu inconscient, édition du Centurion, Paris, 1975. Octobre 2001. Table des matières, page 475. Liste des exercices pratiques, page 473. Le corps à vivre. Collection Le corps à vivre, dirigée par le docteur Jacques Donard. Comment se soigner par les champs énergétiques, un nouveau guide pour l'être humain, sa santé, ses relations humaines et la maladie, traduit de l'américain par Annick Siné. Illustration de Jose A. Smith. Cet ouvrage a été publié pour la première fois aux États-Unis sous le titre Hands of Light. Copyright 1987, etc., etc. Ce livre est dédié à tous ceux qui cherchent à revenir dans la maison céleste. L'amour est le visage et le corps de l'univers. Son tissu conjonctif, l'étoffe dont nous sommes tissés, l'expérience de la totalité de son être et la connexion à la divinité universelle. Toute souffrance résulte de l'illusion et de la séparation, génératrice de peur, de haine de soi-même et éventuellement de maladie. Vous êtes maître de votre vie. Vous pouvez la dominer beaucoup mieux que vous ne le supposez. Vous pouvez très bien vous guérir vous-même d'une maladie en phase terminale. La seule maladie réellement terminale est la condition humaine. Mais l'existence n'a rien de terminal et la mort n'est qu'un simple passage à un autre niveau d'existence. La seule maladie réellement terminale, je voudrais vous inciter à franchir les limites de votre vie, à vous considérer d'un regard différent, à vivre sur le fil tranchant du temps et à vous autoriser à naître à une nouvelle vie à chaque minute de votre existence. J'aimerais vous encourager à dépoussiérer quelque peu le moule de votre expérience de vie. Remerciements. Je tiens à remercier mes enseignants. Comme ils sont nombreux, je les énumérerai dans l'ordre dans lequel j'ai travaillé avec eux. Le Dr Jim Cox et Madame Anne Bowman, pour commencer, m'ont enseigné la bioénergie et le travail sur le corps, ainsi que plusieurs autres techniques intéressantes d'inspiration reichienne. J'ai passé de nombreuses années de formation et d'expérimentation auprès de Dr John Pierakos, dont les travaux au corps énergétique servirent de base à ma pratique ultérieure de magnétiseuse. Ils m'ont largement aidé à relier les phénomènes auriques dont j'étais témoin à la psychodynamique du corps. Merci John. Je vaux une reconnaissance éternelle à Madame Eva Pierakos, qui a ouvert la voie particulièrement que j'ai empruntée, celle du patchwork, jetement à partir de Pathway, sentier. Barbara Ann Brennan baptise Pathwork le travail. Oui, c'est Pathwork et pas patchwork. Pathwork, le travail à la fois analytique, magnétique et corporel qui, dans son optique, ouvre la voie au devenir spirituel de l'homme. Pathwork. Je vous remercie aussi mes professeurs magnétiseurs, les rêves, Tibé, la rêve,
le rêve, Sibyl, la rêve, Rosaline Bruyère, et tous mes étudiants qui venant à moi pour apprendre ont été mes plus grands enseignants. Pour ce qui me concerne la création de ce livre, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à en élaborer la forme, notamment Madame Marjorie Blair pour ses conseils de rédaction, le Dr Jack Conaway pour le libre usage de mon ordinateur, Maria Addison qui a tapé le manuscrit. Merci aussi à Bruce Austin pour les photocopies finales. Ma profonde reconnaissance à Madame Marie-Lee Talman pour son aide inestimable dans la préparation du texte et pour ses conseils. Toute ma gratitude à Monsieur Eli Wilner pour son soutien personnel constant, à ma fille Celia Conaway et à ma chère amie Moira Shaw qui, lorsque j'en avais le plus besoin, m'ont rassuré sur la valeur de mon travail. Mais par-dessus tout, je tiens à remercier mes chers maîtres spirituels qui guidèrent chacun de mes pas sur la voie et exprimèrent à travers moi la plupart des vérités contenues dans ce livre. Avertissement. Le livre de Barbara Ann Brennan est bien autre chose qu'un simple ouvrage de praticien désireux de faire connaître sa méthode. S'il est avant tout le reflet d'une trajectoire de scientifique et de thérapeute, elle se réclame aussi d'une approche intellectuelle, métaphysique et spirituelle très personnelle. C'est pourquoi il est essentiellement novateur et justifie un avertissement de principe, voire certaines précautions de lecture. La réputation de Barbara Ann Brennan la classe aujourd'hui parmi les meilleures magnétiseuses et les praticiennes les plus aptes à comprendre et à traiter les multiples aspects du champ d'énergie humaine. La première et la deuxième partie de son ouvrage nous familiarisent avec la théorie des champs énergétiques et ses applications à la psychothérapie. Elles sont de facture relativement classiques et ne sauraient surprendre. Elles attestent des grandes connaissances et de la maîtrise de l'auteur quant aux techniques thérapeutiques les plus performantes en la matière. De ce point de vue, Barbara Ann Brennan s'inscrit dans la lignée de théoriciens et maîtres à penser unanimement reconnus. La singularité du thérapeute dans l'approche, la compréhension et le traitement de ses patients s'expriment, en revanche, avec une réelle originalité dès la troisième partie. Barbara Ann Brennan nous invite alors à entrer dans un univers tout autre, où la spiritualité et une certaine philosophie rejoignent la médecine. Allant jusqu'au bout de ses recherches incessantes et de sa pratique qu'elle nous fait découvrir jusque dans les moindres détails, elle nous révèle ses conceptions de la vie et de la mort. Elle évoque pour nous sa croyance en la réincarnation et les indices de cette prise de position sur son activité de praticien. Nous suivons pas à pas l'intégration de cette approche intellectuelle dans son vécu le plus immédiat. Page 12. Soyons clairs, Barbara Ann Brennan ne cherche pas à plaire ou à convaincre, encore moins à s'inscrire dans un quelconque courant à la mode. Elle n'a rien à vendre. Elle se contente de poursuivre sa carrière et d'enrichir sa pratique, d'agir et de nous informer de la conception très personnelle qu'elle a de son métier. Il n'en demeure pas moins que cette ouverture vers une philosophie de la vie, fortement teintée de spiritualité, ne peut que nous interpeller. Il est vrai que d'autre part, elle se situe hors du cadre médical classique, limitant habituellement cette profession. Enfin, nous ne pouvons ignorer que les conceptions émises se rattachent en droite ligne à un courant de pensée largement répandu de par le monde depuis plusieurs siècles, faisant référence aux mêmes données en paramètres spirituels. Il suffit pour s'en convaincre de constater que dans de nombreux pays, une importante littérature spécialisée de haut niveau s'attache à ces sujets et mérite l'intérêt de tous. C'est pourquoi, avant même de porter un jugement sur l'ouvrage de Barbara Ann Brennan, nous invitons toute personne qui s'étonnerait d'une telle approche à prendre connaissance des multiples aspects et fondements de cette orientation de pensée. C'est essentiel pour tout un chacun de se forger une opinion. Encore faut-il le faire en connaissance de cause, comme pour tout. Or, comment se faire une idée juste sans avoir tenté d'approcher soi-même aux sources les plus fiables et authentiques ce dont il y est question. Barbara Ann Brennan nous fait découvrir ainsi les 7 chakras et leurs fonctions respectives qu'il est possible d'en tirer.
Dans la quatrième partie, l'auteur poursuit son avancée, hors des sentiers battus, et il va encore plus loin. Elle aborde un grand nombre de notions reconnues en certains milieux spirituels depuis fort longtemps. Les pouvoirs qui permettraient à tout individu d'avoir un accès direct à l'information, la capacité de lecture à distance offrant la possibilité de sonder littéralement l'état physique d'un individu hors de sa présence, l'existence des fameuses archives akashiques que la plus haute spiritualité considère depuis fort longtemps comme le grand livre de toutes les destinées humaines, l'existence de maîtres spirituels qui, depuis une autre dimension, contribueraient à guérir les humains dans certaines conditions particulières, les contacts possibles de tout individu avec son guide spirituel afin d'éclaircir la trajectoire de sa vie. Cette logique, cette volonté de réunir le médical et le spirituel, conduit par Barbara Ann Brennan à intégrer dans sa pratique les notions de karma et de vie antérieure, insistant sur le fait que celles-ci ont inévitablement une incidence sur notre évolution présente et nos maladies d'aujourd'hui. C'est donc bien un raccordement essentiel à la spiritualité que préconise l'auteur du pouvoir bénéfique des mains, soulignant à l'attention des thérapeutes que l'aboutissement véritable de leur fonction réside dans l'appartenance à une communauté spirituelle pour laquelle les notions d'amour et de foi sont indissociables. Le but final recherché étant la guérison de l'âme, sans laquelle on ne peut durablement parvenir à la guérison du corps. En conclusion, selon Barbara Ann Brennan, pour aller véritablement jusqu'au bout de sa pratique, le thérapeute se doit de vivre simultanément dans deux mondes, l'un spirituel, l'autre physique. On l'aura compris, son livre destiné à la fois aux thérapeutes et aux patients se veut le reflet d'une trajectoire originale parce que très personnelle. Libre à chacun de s'interroger sur les questions, les curiosités qui ne manquera pas de susciter au plus profond de tout lecteur ouvert et attentif, mais aussi sur ces possibles autres dimensions de notre univers et de nous-mêmes. Préface. Nous vivrons dans une ère nouvelle où, pour paraphraser Shakespeare, il existe pour l'homme entre le ciel et la terre toujours plus d'éléments inconnus. Ce livre s'adresse à ceux qui cherchent à comprendre leur processus physique et émotionnel au-delà du cadre de la médecine traditionnelle. Il traite de l'art de guérir par des voies tant physiques que métaphysiques, ouvre de nouveaux horizons sur les concepts d'identité psychosomatique étudiés par Wilhelm Reich, Walter Cannon, Franz Alexander, Flanders Dunbar, Burr et Northrop et bien d'autres chercheurs dans ce domaine. L'auteur y expose ses expériences de magnétiseuse et retrace l'historique des recherches scientifiques sur le champ d'énergie humaine et l'aura. Ce livre est l'unique en ce qu'il relie la psychodynamique au champ d'énergie humaine et décrit les variations de ce champ d'énergie en fonction de la personnalité de chacun. Les causes de la maladie, vues sous l'angle de concepts métaphysiques, sont définies en dernière partie et mises en relation avec les perturbations énergétiques de l'aura. Le lecteur retrouvera aussi une définition de la nature de la guérison spirituelle et des rapports existants entre le magnétiseur et le patient. Ce livre se fonde sur les expériences subjectives de l'auteur, nanti d'une formation scientifique de physicienne et de psychothérapeute. L'alliance de ses connaissances objectives et de ses expériences subjectives forme une méthode exceptionnelle en son genre pour étendre la conscience au-delà des confins du savoir objectif. Ceux qui sont ouverts à cette approche trouveront dans cet ouvrage un matériel extrêmement riche en enseignements à mettre en pratique. Je conseille à ceux qui opposent à ce propos des objections majeures d'ouvrir leur esprit et de se poser simplement la question suivante. L'existence de cette nouvelle perspective allant au-delà de l'expérimentation logique et objective est-elle envisageable? Je recommande chaleureusement ce livre à ceux qui portent un intérêt passionné au phénomène de la vie sur le plan physique et métaphysique. Il est le résultat de nombreuses années de travail, d'efforts assidus. Il décrit l'évolution de la personnalité de l'auteur et le développement de ses dons particuliers de magnétiseuse. Le lecteur pénétrera dans un monde fascinant rempli de merveilles. On ne saurait trop louer Madame Brennan d'avoir eu le courage d'offrir à tous le fruit de ses expériences subjectives et objectives. John Pierrakos, Institute of Core Energetics, New York, auteur de Noyaux énergétiques de l'être humain, édition Chou.
Première partie, vivre sur une planète d'énergie. Je maintiens que le sentiment religieux cosmique est la motivation la plus forte et la plus noble de la recherche scientifique. Albert Einstein. Chapitre 1er. L'expérience de la guérison. Au cours de mes années de pratique de guérisseuse, j'ai eu le privilège de travailler avec beaucoup de personnages aussi pittoresques que sympathiques. En voici quelques-uns. Leur histoire est de celles qui rendent l'existence d'un guérisseur si passionnante. Le premier patient qui vient me consulter en 1984, un jour d'octobre, fut une femme. Jenny, jeune institutrice aux grands yeux bleus et aux cheveux bruns, pleine de vivacité, n'avait pas atteint la trentaine et mesurait environ 1,65 m. Ses amis l'appelaient Dame Lavande, car elle adorait cette couleur qu'elle portait constamment. Elle consacrait aussi une partie de son temps à réaliser d'exquises compositions florales pour les mariages et diverses festivités. À l'époque, elle était mariée depuis plusieurs années à un publicitaire prospère. Quelques mois auparavant, elle avait fait une fausse couche. Elle n'avait pu parvenir à être enceinte depuis. Lorsque Jenny alla consulter son médecin pour savoir pourquoi elle était incapable de concevoir un enfant, elle apprit de mauvaises nouvelles. Après avoir subi de nombreux examens et pris conseil auprès de plusieurs autres médecins, une hystérectomie se révéla indispensable dans les plus brefs délais, des cellules anormales s'étant développées dans son utérus et à l'endroit où le placenta avait adhéré. Jenny, terrorisée, en fut anéantie. Son mari et elle avaient attendu d'être financièrement plus à l'aise pour fonder une famille, et voilà que tout espoir semblait perdu. Lors de notre première entrevue, au mois d'août de la même année, elle n'avait pas fait mention de son histoire médicale. Elle s'était contentée de me dire « J'ai besoin de votre aide. Dites-moi ce que vous voyez dans mon corps, j'ai une décision importante à prendre. » Au cours de la séance de soins, je scrutais son champ d'énergie, ou aura, en faisant appel à mon haut sens de perception, HSP. Je vis quelques anomalies cellulaires à l'intérieur de son utérus sur la partie inférieure gauche, ainsi que les circonstances inhérentes à son avortement. Les cellules étaient localisées au point d'attache du placenta. J'entendis des mots définissant l'état de santé de Jenny et ce qu'il convenait de faire pour y remédier. Elle avait besoin d'un mois de repos au bord de la mer, de vitamines, d'un régime alimentaire spécifique. Elle devait méditer quotidiennement et s'assurer 2 heures au moins de solitude par jour. Après ce mois consacré à se soigner elle-même, il lui faudrait recourir au milieu médical traditionnel pour subir de nouveaux examens. Il m'a été dit ensuite que la guérison serait alors accomplie et qu'elle n'aurait plus besoin de revenir me voir. Au cours de cette consultation, je reçus les informations au sujet de son attitude psychologique et sur la manière dont celle-ci avait influé sur son inaptitude à guérir d'elle-même. Elle culpabilisait à propos de son avortement et le stress injustifié qui en résultait avait empêché son corps de récupérer après la fausse couche. Il me fut dit, et ce fut le plus dur pour moi, qu'elle ne devait plus consulter un médecin avant 1 mois. Un diagnostic de plus ajouté aux pressions qu'elle subissait en faveur de l'hystérectomie ne ferait qu'aggraver considérablement son stress. Elle était déjà suffisamment désespérée de ne pouvoir mettre au monde l'enfant qu'elle désirait. Elle quitta mon cabinet soulagée en me disant qu'elle allait réfléchir à tout ce qui s'était passé au cours de la séance. En octobre, lorsque Jenny revint me voir, elle commença par me serrer très fort dans ses bras, puis m'offrit un charmant petit poème pour me remercier. Oh, des pauvres. Ses examens étaient normaux. Elle avait passé le mois d'août à Fire Island à s'occuper des enfants de ses amis, avait suivi son régime, pris ses vitamines, s'était ménagé des heures de solitude pour procéder à son auto-guérison. Elle avait décidé de patienter encore quelques mois avant de tenter d'être à nouveau enceinte. J'appris 1 an plus tard qu'elle avait donné naissance à un solide garçon. Ce même jour d'octobre, mon deuxième patient fut Howard, le père de Mary, que j'avais soigné peu de temps auparavant à la suite d'un frottis PAP, état pré-cancéreux, du 3e degré résolu au bout de 6 séances de soins. Ces frottis sont normaux depuis plusieurs années. Mary, infirmière de son état, a fondé un organisme dispensant aux soignantes une formation de haut niveau adaptée aux progrès médicaux de pointe. Elle procure aux hôpitaux de la région de Philadelphie un personnel très qualifié,
s'intéresse à mon travail et m'envoie régulièrement des patients. Howard, ouvrier retraité, vint me consulter pendant plusieurs mois. Travailler avec lui fut un délice. Lorsqu'il se présenta à moi la première fois, il avait le teint gris, souffrait continuellement du cœur et pouvait à peine circuler dans une pièce sans être épuisé. Après la première séance, son teint était rose, la douleur avait disparu. Après 2 mois de soins, à raison d'une séance par semaine, il se remit à danser. J'ai travaillé avec Mary. Nous avons combiné l'imposition des mains et des médications à base d'herbes prescrites par un naturopathe afin de nettoyer ses artères encrassées. Je continue encore à renforcer et à équilibrer son chant. L'amélioration évidente de son état fut constatée par ses médecins et par ses amis. Je reçus le même jour un autre patient, Ed, vint me consulter parce que les articulations de ses bras et de ses poignets le faisaient souffrir et faiblissaient de plus en plus. En outre, lors des rapports sexuels, ses éjaculations étaient douloureuses. Son dos était si faible qu'il ne pouvait plus rien porter, pas même quelques assiettes. Au cours des premiers soins, je vis dans son champ aurique que son coccyx avait été lésé lorsqu'il avait environ 12 ans. À l'époque, il avait de gros problèmes liés à la puberté et aux manifestations naissantes de sa sexualité. L'accident les avait relégués au second plan et lui avait permis de les supporter plus facilement. Son coccyx comprimé à gauche ne pouvait se mouvoir de façon adéquate pour aider le pompage de fluide cérébro-spinal dans son parcours normal. Il en résultait un grand déséquilibre qui débilitait tout son système d'énergie. La seconde étape du processus de dégénérescence avait affaibli la partie inférieure de son dos, ensuite le milieu, puis la zone supérieure. Dès qu'une partie de son corps s'anémiait par carence de flux et d'énergie, une autre partie de son organisme tentait de compenser cet affaiblissement. C'est alors que les articulations de ses bras, soumises à une tension excessive, capitulent à leur tour, se dégradèrent. Le processus de dégénérescence totale mit des années à s'installer. Ed et moi avons soigné avec succès cet état durant plusieurs mois. Nous avons travaillé d'abord sur le flux d'énergie pour décoincer le coccyx, le réaligner. Lorsque le flux fut renforcé et équilibré à travers tout le système, la vigueur d'Ed se restaura peu à peu. Cet après-midi-là, le seul symptôme subsistant encore se manifestait par une légère faiblesse du poignet droit. Je rétablis l'équilibre de son champ d'énergie, le fortifiai et prolongeai la séance pour laisser de l'énergie curative baigner son poignet. Muriel, une artiste épouse d'un chirurgien réputé, fut ma dernière cliente du jour. Nous en étions à sa 3e séance. 3 semaines plus tôt, elle s'était présentée dans mon cabinet avec une thyroïde très hypertrophiée. Pour ce premier rendez-vous, je fis appel à mon haut sens de perception, HSP, afin de rassembler les informations sur son état. Je pus voir que cette hypertrophie n'était pas due à un cancer et qu'avec 2 séances de soins associées aux prescriptions de ses médecins, la grosseur disparaîtrait sans recours à la chirurgie. Elle me confirma que plusieurs spécialistes consultés auparavant lui avaient prescrit des médicaments destinés à réduire sa glande de thyroïde en lui précisant que le traitement l'atrophierait quelque peu mais qu'une intervention chirurgicale serait néanmoins nécessaire. Il était possible qu'il s'agisse d'un cancer. L'intervention avait été prévue pour la semaine suivante, notre second rendez-vous. Mais après 2 séances de soins, l'opération se révéla inutile, à la grande surprise de ses médecins. Elle n'était revenue ce jour-là que pour m'assurer que sa santé s'était rétablie et que tout était rentré dans l'ordre, et ce fut bien le cas. Comment ces événements miraculeux, en apparence, ont-ils pu se produire? Qu'ai-je fait pour aider ces gens-là? Le procédé auquel j'ai eu recours s'appelle l'imposition des mains, la guérison par la foi ou guérison spirituelle. Il n'y a rien de mystérieux. Il est tout ce qu'il y a de plus honnête, bien qu'il soit très souvent d'une grande complexité. La procédure implique l'équilibrage du champ d'énergie. Je l'appelle le champ d'énergie humaine. Il existe autour de chacun de nous. Tout le monde possède un champ d'énergie, une aura qui l'enveloppe et interliée à la santé. Le haut sens de perception est le moyen de percevoir au-delà des limites normales des sens humains.
Grâce au HSP, on peut voir, entendre, sentir, goûter et toucher ce qui normalement ne peut être perçu. C'est une sorte de voyance dans laquelle une image se forme dans l'esprit sans avoir recours à la vue. Il ne s'agit pas d'imagination. On l'appelle parfois clairvoyance. Le HSP révèle l'interaction du monde dynamique, fluide sur les champs d'énergie vitale entourant et pénétrant tout. Presque toute ma vie, j'ai dansé avec la mer d'énergie vivante dans laquelle nous existons. Tout au long de cette danse, j'ai découvert que cette énergie nous soutient, nous nourrit, nous fait vivre. C'est par elle que nous percevons les autres, nous en sommes pétris. Elle fait partie de nous. Mes patients, mes étudiants me demandent quand j'ai commencé à voir les champs d'énergie entourant les êtres et quand. Je me suis rendu compte de l'utilité de cette aptitude. Que ressent-on lorsqu'on a la capacité de percevoir au-delà des limites naturelles des sens? Ma constitution était-elle particulière? Peut-on apprendre à voir l'aura? Dans l'affirmatif, que peuvent-ils faire pour élargir leur propre portée de perception? Quelle serait la valeur de cet acquis dans leur existence? Pour répondre à ces questions correctement, je dois remonter à mon enfance. Elle s'est déroulée de façon très simple. J'ai grandi dans une ferme de Wisconsin, les compagnons de jeu étant plutôt rares dans les environs. Je passais les plus clairs de mon temps toute seule. Je pouvais rester assise dans les bois pendant des heures parfaitement tranquilles, attendant que des petites bêtes viennent à moi. Je m'intégrais à tout ce qui m'environnait. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai commencé à comprendre la signification de ces heures de silence et d'attente. Ces moments de quiétude dans les bois me permettaient d'accéder à un état de conscience amplifié, dans lequel j'étais capable de percevoir ce qui m'entourait au-delà de la portée humaine naturelle. Je me souviens que je pouvais repérer l'endroit où se tenait chaque animal sans le regarder. Je sentais sa présence. Lorsque je m'amusais à marcher les yeux bandés, je sentais les arbres bien avant de les toucher dans mes mains. Je me suis aperçu qu'ils me paraissaient plus larges que lorsque je les voyais à l'œil nu et que je sentais les champs d'énergie de vie qui les enveloppaient. Plus tard, j'ai appris à voir l'aura des arbres, des petits animaux et découvert que tout était nimbé d'un champ d'énergie semblable, en quelque sorte à la lueur se dégageant d'une bougie. Je me suis mise à voir aussi que tout était connecté par ces champs d'énergie. Il n'existait pas d'espace sans champ d'énergie. Tout, y compris moi, vivait dans une mer d'énergie. Cette découverte ne m'étonna pas outre mesure. Elle me paraissait aussi naturelle que le spectacle d'un écureuil en train de manger un gland sur une branche d'arbre. Je n'ai jamais érigé ces expériences en théorie sur la marche du monde. J'acceptais tout comme étant parfaitement naturel, présumant que tout le savait, sans plus y penser. Tous. Adolescent, j'ai cessé de vagabonder dans les bois. J'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement de la vie et à me demander pourquoi les choses étaient à ce qu'elles sont. En quête d'un ordre cohérent pour comprendre le monde, je me posais des questions sur tout. Puis j'ai fréquenté l'université où j'ai passé une maîtrise de sciences en physique atmosphérique. J'ai travaillé ensuite pour le département de la recherche de la NASA pendant plusieurs années. Plus tard, j'ai complété ma formation et suis devenue conseillère. Ce n'est qu'après avoir exercé quelques années dans cette branche que je me suis surprise à voir des couleurs autour de moi, autour de la tête des gens. Je me suis souvenue alors de mon vécu enfantin dans les bois. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ces expériences préludaient à la naissance au sens de perception, disons, de ma clairvoyance. En fait, cette délicieux secret de mon enfance m'ont finalement conduite à diagnostiquer et à la guérison de maladies graves. Si je me tourne vers mon passé, je me rends compte que le développement de mes dons est apparu dès ma naissance, comme si une main invisible quittait ma vie, m'a mené pas à pas à vivre chaque expérience comme on va à l'école de la vie. Les sensations éprouvées dans les bois m'ont aidé à aiguiser mes sens. Mes années d'université ont contribué à développer ma pensée logique. Ma formation de conseillère psychologique m'a ouvert les yeux et le cœur sur l'humanité, et pour finir, mon éducation spirituelle, dont je parlerai plus tard, a conféré à mes expériences hors du commun suffisamment de crédibilité pour permettre à mon esprit d'en accéder à la réalité. Dès lors, j'ai pu élaborer une structure adéquate pour comprendre ces expériences.
Le haut sens de perception et le champ d'énergie humaine sont devenus peu à peu partie intégrante de mon existence. Je crois fermement qu'ils peuvent s'intégrer à la vie de tout le monde. Pour développer son HSP, il est, même les HP, il est nécessaire d'entrer en état de conscience amplifié. Il existe beaucoup de méthodes pour y parvenir. La méditation est le moyen le plus rapide. Le mieux connu est peut-être pratiqué sous bien des formes. Il importe de découvrir celle qui vous convient le mieux. Plus avant dans ce livre, je vous en suggérerai quelques-unes parmi lesquelles vous pourrez choisir. J'ai découvert que cet état de conscience peut survenir en faisant du jogging, en marchant, en pêchant, assis sur une dune de sable, en contemplant le mouvement des vagues, ou dans les bois, comme moi, quand j'étais petite, comme vous l'avez fait aussi, que vous appeliez cela méditer ou rêver. L'essentiel, en l'occurrence, consiste à prendre le temps de vous mettre à l'écoute de vous-même, celui d'imposer le silence à vos pensées bruyantes, qui parlent constamment de ce que vous devez faire, de la manière dont vous auriez pu avoir le dessus dans tel conflit, de ce qui vous déplaît en vous, etc. Lorsque ce bavardage incessant est écarté, un monde de réalité douce et harmonieuse s'ouvre à vous. Vous commencez à fusionner avec votre entourage comme je le faisais dans les bois. Votre personnalité, loin de s'y perdre, se renforce. Le processus d'intégration à l'environnement offre un autre moyen de dépeindre l'expérience de l'expansion de la conscience. Reprenons l'exemple de la bougie et de sa flamme pour établir un parallèle. Normalement, nous nous envisageons comme un corps, la cire et la mèche. Dotés de conscience, la flamme. Quand nous entrons en état de conscience amplifié, nous nous percevons aussi comme la lumière émanant de la flamme. Où commence la lumière, où s'arrête la lumière? Il semble exister une démarcation, mais où se situe-t-elle quand vous y regardez de plus près? La flamme est complètement pénétrée par la lumière. Celle de la pièce, et qui ne provient pas de la bougie, la mère d'énergie, pénètre-t-elle la flamme? Assurément. Où commence la lumière de la pièce et où finit celle qui vient de la bougie? En physique, il n'existe pas de frontière délimitant la lueur d'une bougie. Elle se propage à l'infini. Dans ces conditions où se trouve l'ultime limite, mon expérience du HSP, résultant d'un état de conscience amplifié, m'a montré qu'il n'existe pas de limite. Plus ma conscience se développe, plus mon HSP s'aiguise. Plus il s'aiguise, plus je suis capable de voir une réalité préexistante, mais préalablement hors de portée de mon degré de perception. Cette réalité entre dans mon champ de vision, plus vaste à mesure que s'affine mon HSP. Au début, je ne pouvais voir que les champs d'énergie les plus denses autour des corps. Ils ne s'étendaient qu'à 2,5 cm environ de la peau. Quand je suis devenue plus experte, j'ai vu que le champ se propageait plus loin, mais semblait une substance plus ténue, d'une luminosité moins intense. Chaque fois que je pensais en avoir défini la limite, je découvrais, plus tard, que je pouvais le percevoir au-delà de cette frontière. Où se limitait-il donc? J'en ai conclu qu'il était plus facile d'en définir les couches. La couche de la flamme, celle de la lueur de la flamme et la lumière de la chambre. Les couches successives sont de plus en plus difficiles à distinguer. La perception de celle qui se situe à l'intérieur exige un état de conscience supérieur et un HSP plus finement accordé encore. À mesure que la conscience se développe, la faible brillance perçue au préalable acquiert une coloration plus intense. Au cours du lent développement de mon HSP, j'ai accumulé des observations. La plupart proviennent de mes 15 années de métier de conseillère. J'ai à la base une formation de physicienne. Quand je me suis mise à voir l'énergie autour des corps, j'étais plutôt sceptique. Mais comme le phénomène se répétait, même si je fermais les yeux pour le dissiper, ou si je l'observais sous tous les angles, j'ai commencé à l'examiner de plus près. C'est ainsi que mon parcours personnel a débuté, m'entraînant dans des mondes dont je ne soupçonnais pas l'existence. Il a totalement changé mon expérience de la réalité des autres, de l'univers et ma relation avec eux. J'ai vu que le champ d'énergie est inestimablement lié à la santé et au bien-être. Si une personne est en mauvaise santé, le flux d'énergie de son champ est déséquilibré, ou la couleur de l'énergie stagnante et assombrée, parfois les deux. Au contraire,
Un sujet bien portant dégage des couleurs brillantes dont le flux irradie aisément dans un champ bien équilibré. Ces couleurs et ces formes sont très spécifiques à chaque maladie particulière. Le HSP est un apport extrêmement précieux en médecine et en conseil psychologique. Grâce à lui, je suis devenue efficace dans le diagnostic des troubles physiques, psychologiques et capable de remédier à ces problèmes. À l'aide du HSP, le mécanisme des troubles psychosomatiques se déroule directement sous nos yeux. Il montre comment débutent la plupart des maladies dans les champs d'énergie. Comment, avec le temps en fonction du mode de vie, elles se transmettent au corps pour aboutir à de graves maladies. Très souvent, la source, la cause initiale du processus est due à un traumatisme psychologique ou physique, parfois aux deux. Mais si le HSP débusque l'origine d'une maladie, il révèle aussi la façon d'opérer pour inverser son processus. Ainsi, en apprenant à voir le champ d'énergie, j'ai appris en même temps à agir sur lui consciemment, comme sur tout ce qui je perçois. Je suis parvenue à manipuler mon propre champ afin d'exercer une interaction sur celui d'un patient en vue de le rééquilibrer s'il était malsain et de rétablir la santé du malade. J'ai découvert en outre qu'il me parvenait des informations sur l'origine de ces troubles. Elles semblaient provenir d'une intelligence supérieure à la mienne, dont je n'étais que le médium. Ces renseignements médiumniques m'arrivaient sous forme de mots, de concepts, d'images symboliques qui me traversaient l'esprit quand je travaillais sur le champ d'un patient. En l'occurrence, j'étais toujours en état de conscience altérée. Par une association de moyens faisant appel au HSP, médiumnité ou clairvoyance, mon habileté à décoder l'information s'est accrue. J'ai pu établir des corrélations, soit par une image symbolique se formant dans mon esprit, soit par un concept ou un message verbal direct avec ce que je voyais dans le champ d'énergie. Dans certains cas, par exemple, j'ai entendu tout simplement « elle a un cancer » et j'ai vu une tache noire dans le champ d'énergie, correspondant par la taille, la forme et la localisation au résultat des radiographies effectuées par la suite. Cet apport d'informations combiné à mon HSP s'est révélé très efficace et m'a fait parvenir à une très grande exactitude pour définir l'état d'un patient et les actes d'auto-guérison à prescrire en cours de traitement. Le processus comporte généralement une série de séances étalées sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, selon la gravité des troubles. Il implique un rééquilibrage du champ, un changement d'habitude et le traitement du traumatisme initial. Il est essentiel de tenir compte de la signification profonde de sa maladie. On doit se demander que signifie-t-elle pour moi? Quel enseignement dois-je en tirer? Peut-être est-elle simplement un message envoyé par le corps signifiant « Minute, quelque chose ne va pas. Tu n'es pas à l'écoute de la totalité de ton moi. » Tu es en train d'en ignorer certains aspects très importants pour toi. De quoi s'agit-il? La jeunesse d'une maladie doit être recherchée de cette manière, soit sur le plan psychologique ou intuitif, soit sur le plan de la compréhension ou en étudiant une altération, peut-être inconsciente dans l'état général. La santé exige plus de travail sur soi qu'avaler mécaniquement des pilules prescrites par un médecin. Sans une vraie transformation personnelle, vous pouvez même créer un autre problème qui vous renverra à la source initiale de la maladie. Cette source, je l'ai découvert, est la clé du problème qui se traite généralement en changeant de mode de vie, afin de le rendre plus conforme à la nature essentielle de l'individu. Elle conduit à son esprit le plus profond, que lui appelle parfois le moi supérieur ou l'étincelle divine intérieure. Chapitre 2. Comment utiliser ce livre? Page 29. Ce livre est destiné essentiellement à ceux qui s'intéressent à la compréhension, à l'auto-révélation. De même, il y a une nouvelle méthode qui se répand dans tous les États-Unis, l'art de guérir par l'imposition des mains. Ce travail implique une étude approfondie de l'aura humaine et de son rapport avec le processus de guérison psychologique et physique. Il procure une vision globale du mode de vie, convenant à la santé et à l'épanouissement des êtres humains. Il a été écrit pour les professionnels de la santé, qu'ils soient thérapeutes du corps ou de l'âme, c'est-à-dire pour tous ceux qui aspirent à une meilleure condition physique, psychologique ou spirituelle. Si vous souhaitez apprendre l'auto-guérison, il vous met au défi car, je le souligne encore, l'auto-guérison implique une auto-transformation. Toute maladie psychologique ou physique vous conduira à une exploration intérieure. Il y a des découvertes qui changeront totalement votre vie. C'est un guide de voyage vers l'auto-guérison et à la guérison d'autrui.
Pour les guérisseurs professionnels, quelle que soit leur spécialisation, c'est une source de référence à consulter au fil des ans. Les étudiants s'en serviront dans leurs cours comme un manuel à utiliser sur le contrôle d'un guérisseur expérimenté. Ils trouveront des questions à la fin de chaque chapitre. Je leur conseille d'y répondre sans s'aider du texte, ce qui veut dire qu'ils doivent l'étudier et faire les exercices qui y sont inclus. Ces exercices se portent non seulement sur la guérison et les techniques de voyance, mais aussi sur l'auto-guérison et l'autodiscipline. Ils sont conçus pour équilibrer la vie, imposer silence à l'esprit et amplifier les perceptions. Cet ouvrage ne peut remplacer les cours de guérison, mais il peut rendre de précieux services dans la préparation au cours. Ne sous-estimez pas la somme de travail à accomplir pour être capable de percevoir les champs d'énergie et apprendre à agir sur eux. Des travaux pratiques seront nécessaires et la vérification de ces expériences requiert un enseignant-guérisseur qualifié. Pour percevoir le champ d'énergie humaine, CEH, il convient d'étudier et de pratiquer, mais aussi d'acquérir une maturité personnelle impliquant des transformations internes en vue d'affiner la sensibilité. Vous saurez aussi différencier la rumeur intérieure de l'apport subtil d'informations qui ne peuvent être perçues qu'en imposant silence ou pensée. Par ailleurs, si vous avez déjà commencé à percevoir au-delà de la normalité, ce livre peut servir à la vérification de ces expériences. Bien que chaque cas soit particulier, il existe des généralités communes au vécu de tous ceux qui s'engagent dans cette voie. Ces vérifications serviront à vous encourager à poursuivre votre route. Non, vous n'êtes pas en train de devenir fou. Vous n'êtes pas le seul à entendre des sons, à voir des lumières venues de nulle part. Les merveilleuses métamorphoses de votre vie ne font que commencer, d'une façon peut-être peu courante, mais des plus naturelles. De nos jours, bien des êtres humains amplifient la portée normale de leurs 5 sens jusqu'au niveau suprasensoriel. Les preuves abondent et dans une certaine mesure, beaucoup de gens sont dotés d'un HSP sans s'en rendre nécessairement compte. La plupart pourraient se les développer davantage s'ils s'y consacraient sérieusement. Toutefois, il est fort possible qu'une transformation se soit déjà opérée dans les consciences et qu'un nombre croissant d'individus soient en train de développer un nouveau sens de perception par lequel ils captent des informations sur une fréquence probablement plus élevée. Tel est mon cas. Il se peut que ce soit le vôtre aussi. Le processus s'est déroulé progressivement en moi, lentement, de façon très organique. Les nouveaux univers qu'il m'a ouverts ont presque totalement modifié ma réalité personnelle. Je tiens ce développement du haut sens de perception pour une étape évolutive naturelle de l'espèce humaine, condition à une phase de progression. En raison de ces nouvelles aptitudes, nous ne pourrons qu'être profondément honnêtes les uns envers les autres. Nos sentiments et nos réalités intimes ne pourront plus être masqués. Ils se communiquent automatiquement à nos champs d'énergie. À mesure que nous apprendrons à percevoir cette information, nous verrons et entendrons nos congénères beaucoup plus clairement qu'aujourd'hui. Vous savez parfaitement reconnaître la colère lorsqu'elle s'empare de quelqu'un. C'est facile. Avec le HSP, vous verrez alors un halo rouge se dégager de sa personne pour découvrir ce qui lui est arrivé à un niveau plus profond. Il vous sera possible de vous concentrer non seulement sur la cause de sa fureur présente, mais aussi sur la corrélation qu'elle a avec son expérience enfantine et son rapport avec ses parents. Sous le halo rouge apparaîtra une épaisse couche grise d'une substance fluide, véhiculant une lourde tristesse. En vous concentrant sur l'essence de cette substance grise, vous deviendrez probablement capable de visualiser la scène enfantine, génératrice de cette douleur profondément enracinée. Vous constaterez aussi les dommages causés par la colère sur le corps physique. Vous observerez que cette personne réagit régulièrement par la colère à certaines situations, alors qu'il serait peut-être préférable dans son cas de pleurer pour donner libre cours à son émotion et résoudre ensuite son problème. À l'aide du HSP, vous saurez trouver les mots qui l'aideront à renoncer à sa fureur, à rétablir le contact avec une réalité plus profonde et à surmonter ses difficultés. Toutefois, dans certains cas, la colère exprimée convient parfaitement au processus de guérison.
Lorsque vous aurez vécu ces expériences, plus rien ne sera comme avant. Votre vie commencera à changer d'une manière insoupçonnable. Vous comprendrez la signification précise de la relation de cause à effet. Vous verrez combien vos pensées affectent votre champ d'énergie et votre santé. Vous découvrirez enfin que vous pouvez orienter votre vie et votre condition physique. Nous créons notre expérience personnelle de la réalité à travers ce champ d'énergie qui est le médium de nos créations. Il peut devenir une clé pour décoder la façon dont nous créons notre réalité, pour le transformer si nous le désirons, pour trouver la piste conduisant au plus profond de notre être. Il peut construire le pont qui nous permet d'accéder à notre âme, à notre vie intime, à cette étincelle divine intérieure existant en chacun de nous. J'aimerais vous encourager à modifier le modèle personnel que vous pensez être, vous guider à travers le monde du HSP vers celui du champ d'énergie humaine. Vous verriez alors comment vos actions et vos symptômes de croyance affectent votre réalité et contribuent à la créer pour le meilleur et pour le pire. Et quand vous l'aurez vu, vous vous apercevrez que vous avez le pouvoir de changer les aspects de votre vie qui vous déplaisent et de valoriser ce que vous aimez. Cela demande beaucoup de courage, de recherche personnelle, de travail et d'honnêteté. La voie n'est pas facile, mais c'est incontestablement la plus valable. Ce livre vous aidera à frayer votre chemin vers un nouveau mode de relation avec votre santé, avec votre vie entière et avec le monde. Accordez-vous le temps d'expérimenter ce nouveau rapport, le droit d'être la lumière de la bougie qui irradie dans l'univers. J'ai divisé ce livre en plusieurs parties spécifiques consacrées, chacune a des aspects particuliers du champ d'énergie humaine, CEH, et à son rapport avec vous. Vous avez pu constater que cette première partie traite de la place tenue par le champ aurique dans votre expérience. Ce phénomène que les mystiques mentionnent depuis si longtemps, qu'a-t-il à voir avec vous? Comment s'insère-t-il dans votre vie? Quelle est son utilité? L'historique de ces cas cités montre comment la prise de conscience de cette réalité peut changer notre destin. Jenny, par exemple, a compris qu'elle devait s'accorder suffisamment de temps pour se guérir avant d'être en état de porter un enfant. Elle a placé sa santé et sa vie entre ses mains, où de toute façon elle résidait depuis toujours, pour transformer un futur affligeant en un sort beaucoup plus heureux. Ce type de connaissance peut nous mener à un monde meilleur, un monde d'amour issu de la compréhension profonde, de la sororité et de la fraternité, où ceux que l'on considérait comme des ennemis deviennent des amis en raison de cette compréhension. La seconde partie consacrée exclusivement au phénomène du champ d'énergie est le décrit au point de vue historique, théorique, scientifique et expérimental. Le sujet épuisé, j'expose mon opinion personnelle sur le CEH, fondée sur l'observation et la théorie, et l'associe aux conclusions relevées dans la littérature. Sur la base de cette information, je développe un modèle de CEH applicable au travail de guérison psychologique et spirituelle. La troisième partie présente mes découvertes sur la relation existant entre les CEH et la psychodynamique. Il se peut que vous ne soyez jamais intéressé à la psychothérapie auparavant. Vous trouverez néanmoins cette troisième partie très révélatrice pour la découverte de soi. Elle pourrait vous aider à comprendre ce qui vous pousse à l'action et comment vous agissez. Cette connaissance sera très utile à ceux qui souhaitent franchir les limites conventionnelles de la psychologie, de la psychothérapie du corps, élargir leur conception des êtres humains, leur réalité énergétique et spirituelle. Ces chapitres proposent des structures de référence spécifiques permettant d'intégrer le phénomène du CEH à la psychodynamique pratique. Des graphiques montrent les variations survenant dans le CEH en cours de consultation. Ceux que la découverte de soi intéresse entreront, avec ce chapitre, dans un nouveau royaume où la réalité des interactions de leur champ d'énergie dans la vie quotidienne prend une signification neuve et profonde. Après avoir lu ce livre, vous pourrez trouver des moyens pratiques pour appliquer la dynamique du champ d'énergie dans vos rapports avec ceux qui vous sont chers, vos enfants, vos amis. Il vous aidera à comprendre votre milieu professionnel et vos collègues de travail. Des chapitres très techniques peuvent rebuter certains lecteurs, chapitres 11, 12, 13. Ils s'en dispenseront, quitte à y revenir lorsqu'ils se poseront des questions plus spécifiques sur le fonctionnement du CEH.
La quatrième partie de ce livre porte sur les implications personnelles et pratiques résultant de l'expansion de votre champ de perception et, au niveau supérieur, sur leur interaction dans la société. Vous y trouverez de claires explications quant aux domaines dans lesquels les perceptions peuvent être accrues, sur l'expérimentation de cette ouverture et sur la façon de procéder pour y parvenir. Une structure théorique situe ces expériences et leur large éventail d'implications sur l'espèce humaine lorsque, en tant que groupe, nous nous transformons. Ces mutations ne nous affectent pas uniquement à titre individuel, elles modifient totalement la trame de l'existence que nous menions. La cinquième partie traite du processus de la guérison spirituelle. Je lui donne ce nom parce qu'elle est toujours liée à notre nature spirituelle innée. Il y est question des expériences et des techniques de guérison relatives au CEH, et elle comporte des illustrations montrant les modifications du champ aurique en cours de traitement. Elle décrit clairement les soins à prodiguer aux différentes couches du champ. Associée aux informations sur l'expansion des perceptions de la quatrième partie et à la pratique, elle permet au guérisseur de s'initier à la guérison sur lui-même et sur les autres. La plupart de ces techniques ne sont pas faciles à assimiler. Vous devrez probablement suivre des cours. Les explications fournies ici sont destinées à familiariser l'étudiant avec le sujet. Elles ne prétendent pas enseigner des techniques. Il est capital de faire contrôler vos connaissances par un guérisseur expert en la matière. Pour développer vos dons, une formation didactique, pratique et un travail personnel sont indispensables, comme dans toute autre discipline. Dans un approche à venir, je suis convaincu qu'il existera des programmes officiels de formation à l'usage des guérisseurs, pratiquant l'imposition des mains et des magnétiseurs. Si vous briguez le statut de guérisseur professionnel, cherchez-en un dès maintenant et devenez son apprenti. Vous trouverez dans la sixième partie l'exposé d'un cas de guérison, celle de David, où le patient joue un rôle actif, démontrant ainsi comment de patients on devient guérisseur. Elle est consacrée ensuite aux méthodes pratiques d'auto-guérison et définit les étapes que devront franchir ceux qui veulent devenir guérisseurs. Elle répond aux questions suivantes. Comment retrouver la santé, rétablir l'équilibre de votre vie et les maintenir? Quelles sont les étapes de développement personnel permettant de devenir guérisseur? Qu'est-ce que la santé? Qui est le guérisseur? Chapitre 3. Remarques sur la formation et l'orientation. J'estime qu'il est essentiel pour le guérisseur d'acquérir un certain nombre de connaissances de base. Psychologie, anatomie, physiologie, pathologie, technique de massage, quelques notions d'acupuncture, d'homéopathie, de diététique et de phytologie. Ces disciplines sont presque toujours associées à l'imposition des mains, soit par le guérisseur, soit par les autres professionnels de la santé s'occupant du malade. Le guérisseur doit donc avoir de bonnes notions de ces méthodes, comprendre comment elles contribuent à la guérison et forment un tout, afin de communiquer avec les autres thérapeutes. Divers soins peuvent être prescrits par le guérisseur, qui doit connaître l'anatomie et la physiologie afin d'interpréter l'information médiumnique. Il importe avant tout que le guérisseur soit capable de travailler de concert avec d'autres professionnels de la santé pour aider un patient à se guérir lui-même. Mon parcours personnel est le suivant. J'ai obtenu une licence de physique et une maîtrise de physique atmosphérique dans une université d'État. À la NASA, je me suis livré des recherches pendant 5 ans sur une satellite météorologique. Après une formation de 2 années pour devenir conseiller en bioénergie, suivi d'1 an de cours de massage, de 2 années de travaux sur les états de conscience altérés, d'une année de spécialisation en techniques de relaxation profonde, d'1 an d'homéopathie, de 3 ans de recherche sur l'harmonisation des énergies profondes, Cove Energetics. J'ai passé plusieurs années d'apprentissage personnel et en groupe auprès de divers guérisseurs des États-Unis. En outre, pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé en privé et en séminaire directement sur les champs d'énergie. Étant déjà établi dans la profession de conseillère psychologique, le moyen de me consulter était tout trouvé. Il suffisait aux patients de prendre rendez-vous. Le nombre de ceux qui préféraient
avoir recours à la guérisseuse plutôt qu'à la thérapeute ne cessant de croître, ma fonction de conseillère s'est peu à peu muée en celle de guérisseuse. Pour finir, j'ai dû laisser ma pratique de conseillère à d'autres pour me consacrer à tous ceux qui optaient pour la guérison spirituelle. Au cours de ces années, je me suis livrée à des expériences variées en vue de mesurer le champ d'énergie humaine. Ce n'est qu'après avoir accompli tout ce travail que je me suis sentie suffisamment qualifiée pour pratiquer des guérisons à New York et pour commencer à enseigner dans des cours et des séminaires. Devenir guérisseur n'est pas tâche facile. Comme toute tâche à bien accomplir, il faut s'astreindre à une formation spirituelle et technique, passer par des épreuves auto-initiatiques qui mettent l'accent sur les faiblesses de la personnalité, stimulent les centres créatifs, les aspirations et exigent une attention soutenue. Le guérisseur s'imagine parfois que ces difficultés proviennent de l'extérieur, ce qu'il faut. Le pouvoir et la clarté qu'il développe dans son propre système d'énergie à mesure qu'il progresse. Cette énergie et ce pouvoir doivent être utilisés avec probité et amour. La loi de cause à effet est constamment à l'œuvre dans toute action. Ce que vous émettez vous revient toujours. Ce que vous émettez vous revient toujours. C'est ce que l'on appelle le karma. À mesure que l'énergie du guérisseur augmente, son pouvoir s'étend aussi. S'il fait de ce pouvoir un usage négatif, cette même négativité se retournera par la suite contre lui. La main invisible qui me guide devient de plus en plus perceptible au fil des ans. Je ne l'ai d'abord senti que vaguement. Je me suis surprise ensuite à voir des êtres spirituels comme une visionnaire. Puis je les ai entendus me parler, je les ai sentis me toucher. À présent, j'accepte mon guide. Je le vois, je l'entends, je le sens. Il n'est ni homme ni femme, il dit que dans ce monde, ces distinctions d'ordre sexuel n'existent pas. Que les êtres à ce niveau d'existence forment un tout. Il dit s'appeler Eoyen, H-E-Y-O-Yoan, H-E-Y-O-A-N, et que ce nom signifie le vent qui souffle la vérité à travers les siècles. Eoan. Il s'est manifesté à moi lentement et toujours à travers mon corps physique. La nature de notre relation se renforce chaque jour à mesure qu'il me guide vers des niveaux supérieurs de compréhension. Vous le verrez se construire au fur de l'aventure que nous allons vivre ensemble. Parfois, je l'appelle simplement métaphore. À travers ce livre, je partagerai avec vous certains exemples des plus manifestes de son pouvoir. Mais dès à présent, je vais vous montrer comment il opère avant que vous puissiez admirer sa simplicité. Ces indications les plus dépouillées me parviennent quotidiennement, plusieurs fois par jour, en général à travers des sensations désagréables. Selon lui, si nous étions attentifs à ces manifestations, nous tomberions rarement malades. Autrement dit, en accordant plus d'attention au malaise que vous ressentez, vous rétabliriez votre équilibre et par conséquent votre santé. Cet inconfort peut se traduire par un malaise, une douleur localisée dans le corps, mais peut-être aussi se manifester sur le plan émotionnel, mental ou spirituel. Il peut s'étendre à tous les domaines de votre vie. Et Johan demande, au récit de le malaise de ton corps, de ta vie, depuis quand t'en es-tu rendu compte? Que te signifie-t-il? Qu'as-tu fait pour y remédier? Si vous répondiez honnêtement à ces questions, vous découvrirez à quel point vous négligez le meilleur outil dont vous disposez pour conserver votre santé, votre bonheur et votre sagesse. Tout malaise ressenti dans votre corps ou dans votre vie est un message indiquant que vous avez dévié de votre véritable moi. Au niveau élémentaire, l'orientation à suivre est de vous reposer quand vous êtes fatigué, de manger quand vous avez faim, ce dont votre corps a besoin quand il en a besoin. Elle implique également que vous devez régler un problème qui vous tracasse ou le rectifier. Avez-vous su structurer votre vie de manière convenable pour agir en ce sens? Pas facile, n'est-ce pas? Lorsque vous serez plus attentif à vos besoins personnels, suffisamment à l'écoute de vos messages antérieurs manifestés par l'inconfort, vous deviendrez plus équilibré et lucide. Votre santé s'améliorera. La pratique de l'écoute intérieure induit en outre le phénomène d'orientation directe ou verbale. Vous pourrez commencer à recevoir des directives verbales fort simples que vous entendrez en vous
mais dont vous saurez qu'elles émanent d'au-delà de vous. D'au-delà de vous. Pour apprendre à suivre ce guide, il convient de préciser 2 points. Primo, vous devrez acquérir une certaine pratique dans la réception des directives qui vous sont destinées avant d'être à même d'en recevoir pour autrui. Secondo, l'information ou l'orientation reçue peut être très simple et sembler, au premier abord, dénuée d'importance. Vous pourrez en fait avoir l'impression de perdre votre temps en vous y conformant. J'ai pu me rendre compte qu'il y a une raison à cela. Par la suite, il se peut que le guérisseur exerçant à titre professionnel canalise sur la vie ou la maladie d'une autre personne des informations spécifiques qui lui paraîtront dénuées de sens, ineptes ou franchement erronées. Cela peut arriver, mais la plupart du temps, c'est son esprit rationnel qui est à l'œuvre. Le renseignement issu d'un authentique canal médiumnique dépasse souvent le niveau de compréhension de la pensée rationnelle du médium. Il doit alors faire appel à toutes ses expériences antérieures, se souvenir des indications qui, sur le moment, lui ont semblé dénuées de sens, pour devenir plus tard très utile et compréhensible quand l'information s'est trouvée complétée. Je sais à présent qu'au cours d'une séance de soins d'1 heure, je recevrai des messages médiumniques discursifs, mais qu'une image se formera dans mon esprit et m'apportera une information plus compréhensible que si je l'avais interprétée sur le mode strictement rationnel ou linéaire. En réfléchissant bien, vous commencerez à reconnaître l'action directrice de ce guide sur les axes principaux de votre vie. Pourquoi tel événement a-t-il fait suite au précédent? Qu'en avez-vous retiré? Ce n'est pas par hasard que je me suis astreinte, au départ, à une formation de physicienne, puis de conseillère psychologique, pour devenir ensuite guérisseuse. Toutes ces formations m'ont préparée au travail de ma vie. La physique m'a donné la structure de base nécessaire à l'examen de l'aura. Mon éducation de conseillère m'a servi à comprendre la psychodynamique du flux d'énergie dans le champ aurique et m'a fourni en outre l'occasion d'observer celui de nombreuses personnes. Je n'aurais pas été capable de coordonner ces éléments disparates sans ces formations préalables. Je ne me rendais certainement pas compte, quand je travaillais pour la NASA, que je me préparais à devenir magnétiseuse. Je n'avais jamais entendu parler de quoi que ce soit de cet ordre et la maladie ne m'intéressait nullement. Je voulais savoir comment fonctionnait le monde et quel était son mécanisme. Je cherchais partout des réponses. Tout au long de ma vie, cette soif de comprendre a été un des facteurs les plus puissants. Et vous, à quoi aspirez-vous? Quelle est votre soif? Quelle que soit, elle vous portera à faire le nécessaire pour accomplir votre tâche, quand bien même ignoriez-vous encore en quoi elle consistera au juste. Tout ce qui se présente à vous sous des dehors aisés et vous paraît aussi merveilleux qu'extrêmement agréable à faire, n'hésitez pas, faites-le. Là est votre guide. Laissez-vous emporter sans résistance dans la danse de votre vie. Sinon, vous bloquerez à la fois la force directrice et votre progression. Il arrive par moments que mon orientation soit plus évidente que d'autres. En une occasion notamment où elle fut si belle et profonde qu'elle m'a permis depuis de surmonter bien des épreuves. J'étais alors conseillère psychologique à Washington quand, au cours d'une consultation, j'ai commencé à discerner ce que l'on peut appeler les vies antérieures. Je voyais la personne avec laquelle je travaillais dans un décor et un cadre temporel totalement différents. Quelle que fût la scène, elle était en rapport d'une certaine façon avec ce qui se passait dans sa vie présente. Par exemple, une femme qui avait peur de l'eau s'était noyée dans une autre vie. Elle répugnait également à demeurer un service dans cette existence. Dans celle où elle avait péri, personne ne l'avait entendue crier à l'aide lorsqu'elle était tombée dans un bateau. Cette difficulté à se faire aider dans la vie la faisait souffrir beaucoup, plus que sa peur de l'eau. Quoi qu'il en soit, je ne savais comment utiliser ces informations de manière efficace. Je me suis mise à prier pour être guidée. J'avais besoin de trouver quelqu'un de confiance ou un groupe de gens capables d'interpréter ces données de façon professionnelle. La réponse me parvint un soir où je campais sur une plage de l'île d'Assateague dans le Maryland. Il pleuvait, j'avais disposé un plastique sur mon sac de couchage et au-dessus de ma tête. Au milieu de la nuit, je fus réveillée par quelqu'un qui m'appelait par mon nom.
La voix était très distincte. « Il n'y a personne ici, me dis-je en contemplant le ciel. » Soudain, je m'aperçus que je regardais le plastique. Je le repoussai d'un grand geste et retombai en arrière, saisi d'un profond respect à la vue du déploiement d'étoiles scintillantes au-dessus de moi. J'entendis une musique céleste s'élever et résonner d'une étoile à l'autre. Je tins cette expérience pour une réponse à mes prières. Peu de temps après, j'ai découvert le Phoenicia Pathwork Center, où j'ai passé les 9 années qui suivirent à acquérir la formation dont j'avais besoin pour interpréter les vies antérieures et d'autres données suprasensorielles. Quand le temps fut venu pour moi d'avoir une activité de conseillère à New York, je le sus par l'intensité des pulsions ressenties. Je trouvai immédiatement un bureau et comme je voulais changer de vie, je consultai mon guide par écrit. La réponse fut résolument affirmative. Je me lançai donc. J'étais amenée progressivement à infléchir ma carrière de conseillère vers celle de guérisseuse. Comme je l'ai dit, cela se fit automatiquement. Lorsque les gens vinrent me voir pour me demander de les soigner. Puis je reçus des instructions verbales directes de mon guide me disant d'interrompre cette activité pour me consacrer à l'enseignement et à la rédaction de ce livre, de façon à toucher un public plus vaste. Se plier à de tels changements n'est pas si facile. Chaque nouvelle orientation est un défi. Il semble que dès que je m'installe dans la sécurité, il est temps pour moi de changer de vie et par là même d'évoluer. C'est un chemin puissant. Je ne sais pas vraiment ce que l'avenir me réserve, mais je suis sûre que je serai guidée pas à pas sur ma voie. En chaque personnalité humaine réside un enfant. Tout le monde se souvient de ce qu'a été son enfance, de la sensation de liberté intérieure de l'enfant et de sa façon directe d'expérimenter la vie. Cet enfant intérieur est un sage. Il se sent solidaire de tout ce qu'il vit. Il sait à l'évidence ce qu'est l'amour. Cet enfant intérieur est peu à peu refoulé à mesure que nous devenons adultes et que nous essayons de vivre en nous fiant uniquement à notre esprit rationnel, lequel nous limite, nous mutile même. Cet enfant intérieur doit vivre à découvert pour commencer à suivre son guide. Vous devez retrouver votre enfant intérieur confiant, aimant et sage pour développer votre capacité à recevoir et à suivre les directives de votre guide. Nous aspirons tous à la liberté. C'est par l'enfant que nous la gagnerons. En accordant plus de liberté à cet enfant intérieur, l'adulte et l'enfant qui constituent votre personnalité pourront entamer un dialogue. Ce dialogue intégrera les facettes libres et aimantes de votre personnalité à celles beaucoup plus complexes de l'adulte. Tout au long de ce livre, vous entendrez parler de l'enfant, la guérisseuse, la conseillère, la physicienne, qui vous aideront à libérer votre réalité figée et à étendre votre champ d'expérience. Ce dialogue est une porte ouverte sur le merveilleux. Trouvez-le en vous-même et nourrissez-le. Nous sommes tous guidés par des maîtres spirituels qui nous parlent en rêve, qui nous soufflent nos intuitions et même, si nous sommes attentifs, s'adressent à nous directement, parfois par écrit pour commencer, puis au moyen de sons, de voix ou de concepts. Ces maîtres sont remplis d'amour et de respect pour nous. Au cours de votre cheminement, vous pourrez peut-être les voir ou communiquer avec eux. Tel est mon cas. Cela changera votre vie car vous découvrirez que vous êtes aimé totalement, inconditionnellement, à tout instant. Vous méritez cet amour tout comme vous méritez la santé, le bonheur et l'épanouissement. Il est en votre pouvoir de les créer. Il est en votre pouvoir de les créer. Page 40. Il vous est possible d'apprendre petit à petit le processus qui changera votre vie et lui donnera tout son sens. Demandez des directives pour savoir où il vous faut aller ou quelle voie vous devez suivre dès que maintenant et vous serez guidé. Que vous soyez atteint d'une maladie qui vous met vos jours en péril, que vous traversiez une crise conjugale, que vous ayez un problème de volonté, une dépression, que vous vous trouviez dans une situation délicate dans le champ d'activité que vous avez choisi, vous pouvez commencer à tout changer tout de suite à l'instant même. Vous pouvez vivre en harmonie avec votre aspiration la plus profonde, avec le meilleur que vous puissiez offrir à vous-même et à autrui. Demandez de l'aide simplement. Il sera répondu à vos requêtes. Révision du chapitre 3, 1,
Quelle sorte de formation technique est nécessaire aux guérisseurs et pourquoi? 2. Quelle est la forme la plus élémentaire d'orientation dans votre vie? Sujet de réflexion. 3. Quelles sont les expériences les plus intenses d'orientation de votre existence? Quelle incidence ont-elles eu sur votre vie? 4. Dans quelle mesure êtes-vous capable de suivre ces directives? 5. Êtes-vous consciemment à l'écoute ou en demande de directives? À quelle fréquence? On continue la deuxième partie, l'aura humaine. Les miracles ne sont pas contre nature, ils ne sont en contradiction qu'avec l'idée que nous nous faisons de la nature. Saint Augustin, dans une prochaine vidéo de lecture. Fin de la première partie. Merci grand-père de m'avoir laissé ce livre après ton décès en février 2025.